Ok, Moonraker s'est éloigné un petit peu du 007 que les fans adorent. Peu de sérieux de la science-fiction et un traitement de personnages pas souvent heureux. Albert Broccoli se retrouve critiqué, même si le succès est au rendez-vous, il est piqué au vif, et si la formule 007 aura changé sur un film, il promet que le prochain sera un vrai film d'espionnage, un thriller même. Bref, une vraie bouffée d'air frais, écrite par Richard Maybaum qui revient ici et Michael J. Wilson, et oui, le gendre, et un retour aux sources, notamment Bon baiser de Russie et au service secret de sa majesté. Adapter le roman lui pose problème puisqu'il est constitué de 5 nouvelles, chacune ayant un ton très différent. Maybaum va garder Mélina d'une des nouvelles, et Christatos et Colombo seront eux aussi gardés, tout ça d'après les nouvelles de Top Secret et Risico. Le film sera celui promis et commence par un pré-générique qui attaque par la fin de Blofeld, mais il ne faut pas le dire, et remémore le décès de Tracy, mais qui malheureusement va mêler un petit peu trop de gags et une fin pas du tout au niveau du grand méchant, qui n'est plus que l'ombre de lui-même et qui n'est pas cité en tant que tel, à cause de Kevin McClory, bien sûr, et des droits sur Opération Tonnerre, comme j'en avais parlé dans la vidéo sur le film. Poursuite en bagnole, en ski vraiment réussi et des personnages méchants ou acolytes extrêmement bien écrits comme ceux de Christatos et Colombo, fascinants, dont les deux interprètes Julian Glover et Topol sont vraiment excellents et bouffent tout le film. L'histoire est prenante et c'est le grand John Glenn qui s'y attaque à la réalisation avec son premier James Bond ici qui va garder 5 films d'affilée jusqu'à Permis de tuer. Il sera même aidé par le fils d'Albert Broccoli, Tony, comme assistant. À la photographie, on retrouve Alan Hume qui va nous gratifier de superbes couleurs, Derek Meillings pour les effets et Rick Sylvester pour les cascades, et on repart comme en 40. Certaines scènes ou passages vont même prendre le chemin inverse d'un Bond classique, comme le final, plus modeste et dramatique mais au suspense beaucoup plus important. La scène où Bond grimpe sur une falaise et chute de celle-ci est absolument maîtrisée, sans musique et construite comme un vrai thriller. L'on reste le souffle coupé, d'autant qu'il y a très peu de musique, presque en apnée durant ce passage très réussi. C'est Sylvester bien sûr qui va doubler Roger Moore lors de la chute, un moment intense et dangereux, réussi grâce à un harnachement très spécial. De même, la fameuse scène quand Mélina et Bond sont attachés ensemble et traînés par un bateau avec les requins qui affluent autour d'eux, c'est une merveille de réalisation et de suspense. Cette séquence vient du roman d'ailleurs Vivre et laisser mourir et n'avait pas été utilisée pour le film du même nom. Pas de grand décor ici donc, ni de bataille avec des figurants de partout, mais un putain de thriller d'espionnage au moment où on ne s'y attendait plus, ce qui va déstabiliser même le public. Le film va être tourné sur l'île de Corfou en Grèce, Cortina d'Ampezzo au nord de l'Italie, Kalambaka toujours en Grèce, dans les météores, où des problèmes commencèrent en ce lieu. En effet, les moines habitant le monastère voisin accrochèrent des pancartes partout pour emmerder les techniciens et gâcher les prises de vue qui gâchaient elles leur méditation. We'll split here, huh? Your best approach will be on the right face, which is away from the buildings. Roger Moore en fit même une blague en rappelant qu'il avait été un saint lui-même. Pour la scène du pré-générique où Bond se rend sur la tombe de sa femme, cela fut tourné à l'église de Stockport, tout près des studios Pinewood. Et enfin, certaines scènes sous-marines furent tournées aux Bahamas. La jeune fleuriste à Cortina, chez qui Bond prend des fleurs, et Robin Young qui gagna une compétition Be a Bond Girl organisée par Playboy et dont le premier prix était de pouvoir apparaître dans un James Bond. Send them to the funeral, will you?
De même, l'homme de main de Christatos, dévoré par le requin, est joué par le cascadeur George Leach, qui fit plusieurs apparitions dans les Bonds. La séquence est presque insoutenable, on voit quand même bien le requin lui attaquer les... Pour rien que pour vos yeux, l'affiche du film sera une des plus controversées en raison des jambes, bien sûr, en gros plan de la jeune femme vue de dos et son fessier. Aux États-Unis, c'est un tollé, bien sûr, c'est une photographie où l'on y voyait les fesses de la demoiselle. Le photographe lui avait fait mettre le maillot de bain à l'envers exprès. Comprenez le devant derrière, afin d'en montrer plus. Les mannequins du monde entier affirmèrent à l'époque être celle de l'affiche, mais c'est Joy Bartle qui servit de modèle, et les journaux les plus conservateurs y ajoutèrent un short noir sur certains posters. Take the low road. Not that low. Comme d'habitude, Corgi Toys est de la partie avec petit et grand modèle de la 2 chevaux de Melina et la firme Crescent, un pistolet à pétard. Une brochure avec des scènes du film sorti en Grande-Bretagne, un cahier de posters et bien sûr l'adaptation du film en comics chez Marvel avec Larry Hama à l'histoire et Howard Chaykin au dessin. Chez Quabell, une série de pistolets pour enfants sortir et au Japon une maquette en résine de 007. Et enfin, n'oublions pas une gamme de montres Zéon, dont une chromée avec le logo du film et le thème de notre agent. Le prince Charles s'en vit offrir une lors de l'avant-première du film. Avec un budget conséquent de 28 millions de dollars, rien que pour vos yeux sera mitigé aux États-Unis avec seulement 52 millions, c'est quand même déjà pas mal, mais 11 de moins que Moonraker, mais va performer royalement à travers le monde pour remporter au final 198 millions de dollars. C'est l'un des plus grands succès de la série. They're sending a helicopter to pick you up. Some sort of emergency. It usually is. Thank you. Before setting out on revenge, you first dig 2 graves. Rien que pour vos yeux restera aussi bien sûr l'une des meilleures prestations de Roger Moore, moins enclin à lâcher des plaisanteries et être un espion qui prend la mission très au sérieux. Après avoir été dans l'espace, ici 007 remet les pieds sur terre et redevient un homme, un espion, qui fait travailler son esprit et son don d'ingéniosité que ses gadgets contre des méchants tout aussi humains et ingénieux, sans base ou armés à son actif. Dans le premier scénario de Richard Mabon, Bond y était plus dur et beaucoup plus violent, mais à la demande de Roger Moore, il va adoucir le traitement de l'espion. Reste que Moore confirme et interprète l'espion de la meilleure des façons ici. Il avait signé un accord pour seulement 3 films à l'époque, il était arrivé à terme avec l'espion qui m'aimait. Lewis Collins, Michael Billington, Ian Ogilvy ou encore Michael Jeston sont alors pressentis pour le remplacer, mais finalement Roger Moore signe son contrat pour le film. And Greek women like Electra always avenged their loved ones. Carole Bouquet a l'étoffe d'une vraie James Bond girl et pourtant aura été critiquée pour sa performance pendant de longues années. Elle a une grande différence d'âge avec Roger Moore, mais cela reste pourtant crédible et avait été considérée 2 ans plus tôt pour Moonraker. Melina Havelock, donc, est à moitié grecque et moitié britannique, fille de 2 archéologues tués en début de film parce qu'ils travaillent sur l'épave du Saint-Georges pour le MI6. Elle est comme une pincée de fraîcheur dont Bond ne restera bien sûr pas indemne. Melina fera vœu de vengeance et poursuivra le commanditaire de leur assassinat, Christatos. Elle utilise une arbalète pour tuer ses ennemis et notre 007 ne cache pas son intérêt pour la jeune femme. For your eyes only, darling. Et pourtant, il faudra attendre la toute fin du film pour voir enfin notre agent avec la jeune femme en pleine action à l'horizontale. Melina reste brisée et très dure, ce n'est qu'une fois vengée qu'elle peut se remettre à aimer. Reste que cette façon de faire entre un homme et une femme est beaucoup plus réaliste pour le coup que tomber amoureuse d'un seul regard. C'est Melina qui sauvera la mise à bombe sur le final avec son arme et même plusieurs fois pendant le film. Move. Carole Bouquet commence sa carrière chez Buñuel et Blier et va jouer avec les plus grands et gagnera le César de la meilleure actrice pour le film de Bertrand Blier justement, Trop belle pour toi. And I'll do anything for you.
I'm exceedingly flattered, Bibi. Bibi Dahl est jouée par Lynn Holly Johnson. Elle est une jeune patineuse gâtée et qui fait ce qu'elle veut. Elle est la protégée de Christatos. Elle doit concourir pour les prochains Jeux Olympiques et l'on sent bien que la jeune fille est plus intéressée par les joies des plaisirs les plus simples comme Ken en permanence, ce qu'elle va essayer de faire avec notre agent 007. Everybody knows it builds up muscle tone. Building up a little more muscle tone by putting on your clothes. Celui-ci va décliner heureusement la proposition. La différence d'âge aurait pour le coup pu emmener Bond en prison. La scène n'est pas très bonne, aurait pu être évitée. Bref, un personnage qui ne sert franchement à rien, on aurait pu l'enlever. On a vu Lynn dans Les Yeux de la Forêt, un essai de chez Disney dans l'horreur, et c'est Albert Broccoli qui l'engage après avoir craqué pour la jeune fille en la voyant dans le film Château de rêve. Me nighty slippy. Says your accent can't. La comtesse Liesel, jouée par Cassandra Harris, est superbe. Elle va rencontrer Pierce Brosnan sur le tournage et celui-ci viendra lui rendre visite sur le plateau et s'en suivra ce qui s'en suivra. Dans le film, elle est la maîtresse de Colombo et n'est vraiment pas une comtesse en vérité. Après avoir passé la nuit avec 007 et lors d'une promenade sur la plage, elle est assassinée froidement par Locke, écrasée par un buggy. Elle va finir par épouser Pierce Brosnan et rêvera toute sa vie de voir son mari jouer James Bond. Mais malheureusement, elle décède en 1991, à l'âge seulement de 43 ans, d'un cancer de l'ovaire, après 11 ans de mariage. Pierce Brosnan deviendra donc James Bond en 1995 dans GoldenEye. Pour la scène de la poursuite sur la plage, c'est Sid Child qui double Cassandra et qui fut même blessé pendant le tournage de la scène. Ah. Christatos. Aris Christatos. Bond, James Bond. Bind that wound. We don't want any blood in the water. Not yet. Murder. Aris Christatos est donc le grand méchant, non pas par son envergure, on est loin d'un Blofeld, d'un Stromberg ou d'un Drax, mais par sa capacité de trahir tout le monde. En effet, l'homme fut décoré pour avoir résisté aux nazis, et c'est un chef d'entreprise maritime et un soi-disant allié du MI6. Bond va vite se rendre compte de son double jeu dans le trafic d'héroïne en impliquant son rival Colombo. Raw opium. An old smuggler's trick. Christatos knows them all. Extrêmement cultivé, c'est de la main de son rival qui va perdre la vie. Julian Glover a une filmographie les plus impressionnantes à la télévision, du sein en passant par Chapeau melon et bottes de cuir, Cosmos 1999, Magnum et Game of Thrones dans le rôle de Maître Pycelle. Au cinéma, c'est la folie avec les monstres de l'espace de la Hammer, l'Empire contre-attaque. On le voit lors de l'attaque des AT-AT sur Hoth dans le rôle du général Maximilian Wirz, le 4e protocole de John Mackenzie, Cry Freedom de Richard Attenborough et bien sûr le méchant Walter Dolovan dans Indiana Jones et la dernière croisade de Tonton Spielberg. En homme de main sadique et implacable, Émile Léopold Locke est vraiment fabuleux. C'est Michael Gothard qui s'y colle, un jeu absolument parfait. Lors du final, entre Bond à pied et Locke en voiture, où le suspense est à son comble, la réalisation est trépidante. Bond va se retrouver face à la voiture de Locke en équilibre au bord d'une falaise et va lui rendre la monnaie de sa pièce. Ayant tué Ferrara, un homme du MI6 et la comtesse Liesel, il se vengera en lui jetant le pins de la colombe qu'il utilise pour faire croire que c'est Colombo qui tue les gens, d'un petit coup de pied bondien en suivant. You left this with Ferrara, I believe. Le personnage est fascinant mais peu développé malheureusement. Il a joué Felton bien sûr dans Les Trois Mousquetaires et sa suite On l'appelait Milady de Richard Lester. Et le docteur Bukowski dans Life Force de Tobe Hooper dont j'avais parlé, et bien sûr Les Diables de Ken Russell. Eric Klieger, joué par John Wayman, est un agent du KGB, impitoyable, très arien, et skieur pour l'Allemagne de l'Est. Pendant une très longue poursuite à ski où 007 essaie d'échapper à Klieger et ses hommes, il va montrer qu'il est assez balèze physiquement. C'est lors de l'attaque du QG de Christatos que Klieger sera tué par notre agent lors d'un combat assez violent qui rappelle presque les Sean Connery. License to kill or be killed. Take him away.
Hector González est joué par Stéphane Khalifa, et c'est le tueur à gages qui va abattre les parents de Melina. Après avoir été capturé par ce dernier, Bond est sauvé de la mort par Melina, qui abat González d'un carreau. Le général Gogol, toujours interprété par Walter Gotten, apparaît surtout sur le début du film et essaie de récupérer le fameux attaque que tous les pays veulent. Bond choisira de le jeter dans le vide et Gogol, connaissant bien le bonhomme, repartira avec le sourire, sûrement pour rejoindre une de ses nombreuses maîtresses, comme il le montre durant le film. I've looked forward to this moment, Mr. Bond. I intend to enjoy it to the full. Blofeld, ou en tout cas un homme qui lui ressemble, va contrôler donc de son fauteuil roulant l'hélicoptère dans lequel Bond se trouve en début de film, voulant jouer à la docteur d'enfer d'Austin Powers au lieu de cracher l'hélico, lui il va faire mumuse, laissant amplement le temps à Bond de reprendre le contrôle de l'appareil et jeter le vilain dans une cheminée d'usine. La scène fut tournée à Beckton Gasworks en Angleterre. Le personnage est joué sans vraie conviction par John Hollis, assistant de Lando Calrissian, rappelez-vous, dans l'Empire contre-attaque. Il offre à Bond une fortune en acier inox et notamment une épicerie, c'est n'importe quoi, ce qui, disons-le, ne veut rien dire. Et parmi les hommes de main de Christatos, nous sommes heureux de voir Klaus, qui est joué par un jeune Charles Dance dans son premier rôle. On le voit notamment dans la poursuite à ski contre James Bond, dans la scène des buggy sur la plage, et c'est là qu'il finira sa carrière, en tout cas dans ce Bond. I'm here, Mr. Bond of the British Secret Service. But I'll tell you. It is Christatos you want, not me. He told you about himself. Milos Colombo n'a absolument rien à voir avec notre lieutenant favori, mais c'est ici un trafiquant d'or et de diamants, très charismatique et bien sûr le rival de Christatos. Le personnage ressemble un petit peu à ce qu'on avait eu avec Kerim Bey dans Bon baiser de Russie ou Marc-Ange Draco dans Au service secret de Sa Majesté. C'était le père de Teresa. I would laugh if my heart was not so heavy about my poor Liesl. Topol interprète le personnage avec beaucoup de charisme. Il est connu pour son rôle dans Un violon sur le toit de Norman Jewison ou Flash Gordon, il était Zarkov dans le film de Mike Hodge. Il est captivant et rend le film très intéressant avec une caractérisation de personnage comme on aimerait en voir plus. Il vole presque la vedette à Bond. If we could identify that someone... Why don't you try the identigraph? Tanner, joué ici par James Villiers, est l'assistant de M et le remplace pendant ses vacances. Dans la réalité, c'est plus triste, l'acteur Bernard Lee est décéda juste avant le tournage. Il fut impossible de le remplacer si rapidement pour l'équipe, très attristé par sa mort. Le personnage reviendra dans GoldenEye, mais autrement, et c'est tant mieux puisque l'acteur est quand même pas folichon. Q, lui, est bien là, heureusement, avec Desmond Llewellyn qui revient encore. Encore une fois, son labo nous dévoile les gadgets les plus loufoques, comme un parapluie avec des griffes qui se refermeraient sur un coup ou un plâtre de bras sur un ressort. Forgive me, Father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. Il apparaît plus loin dans le métrage déguisé en prêtre, avec fausse barbe et où Bond et Q nous feront rire dans le confessionnal. We'll have to tell the Prime Minister Operation Undertow is dead in the water. She'll have our guts for garters. Frédéric Gray, toujours grincheux, et alors là, pour le coup, vraiment grincheux avec des on ne sait pas pourquoi, est heureusement encore joué par Geoffrey Keane, on le voit en début et fin de film, où Bond le met bien sûr très mal à l'aise avec la fameuse rencontre avec Madame Thatcher. Moneypenny revient et, une fois n'est pas coutume sur la période Moore, se remet à flirter avec lui, enfin. Elle nous montrera sa trousse de maquillage dissimulée dans un tiroir de son bureau et on revoit Bond lâcher son chapeau sur le porte-manteau.
La Lotus Esprit de l'espion qui m'aimait revient ici, mais pas pour longtemps, je vous rassure. En fait, il y en aura deux, puisqu'un des hommes de Gonzalez, interprété par le cascadeur Bob Simmons, qui est là depuis Dr. No, va essayer de forcer la première qui va faire exploser le tout. Dans le labo de Q, une autre Lotus rouge était un modèle turbo de 1980. I see you managed to get the Lotus back together again. I disregard these jibes about our equipment, 007. La voiture pouvait passer de 0 à 240 km/h en 15 secondes et un nouveau moteur conçu à partir des turbos 907 et 910. C'est l'italien Quigario qui dessine à l'intérieur, mais elle n'apparaît que peu à Cortina et en rapport avec le sérieux du film n'y montre aucun gadget. La 2 chevaux Citroën jaune est sûrement le véhicule le plus improbable pour une poursuite sur un Bond. La poursuite remplie de cascades sera exécutée par le grand cascadeur français Rémi Julien. La 2 chevaux fera des tonneaux, se retournera et remis sur pied par des passants, sautera au-dessus d'autres bagnoles. Bref, une belle pub pour une voiture qui n'en demandait pas tant. Des motos Yamaha poursuivront 07 sur les pistes de ski avec mitrailleuse et pneus cloutés. La poursuite est assez extraordinaire. Les motos traversant pistes de bobsleigh, restaurants et défonçant toutes les barrières possibles. Lors de la scène du bobsleigh d'ailleurs, celui-ci va quitter la piste et tuera un de ses occupants, accident malheureux qui arrive malheureusement sur certains tournages. Le Neptune est un sous-marin d'assez petite taille que Bond et Melina vont utiliser pour retrouver l'attaque qui est dans l'épave du Saint-Georges. C'est le grand chef opérateur Peter Lamont qui va créer pour le film ce sous-marin qui mesure 7 mètres de long et 2,5 de large. Lamont va en construire deux, l'un pour les scènes sous-marines et l'autre quand il sort juste de l'eau. L'appareil fonctionnel est exposé à la Ian Fleming Foundation et l'autre dans un parc d'attractions sur l'île de White. 007, are you there? Alors en gadget, une fois n'est pas coutume aussi, c'est pas la foire cette fois et c'est tant mieux pour un Bond plus sérieux. Une radiotransmetteur montre Psycho qui va finir près d'un perroquet pendant que 07 et Melina profitent l'un de l'autre. Oh, well, really, Mr. Bond. Bien sûr, c'est le moment où Gray lui passe Madame Thatcher, le Premier ministre, et le perroquet qui va lui faire du gringue. La scène est drôle et Janet Brown en Miss Thatcher est excellente ainsi que son mari, joué par John Wells. L'attaque, le fameux recherché par tous les pays, comprenait attaque par tir automatique sur cible programmée, émet un code à basse fréquence aux sous-marins britanniques depuis le Saint-Georges et leur donne leur cible. Le Saint-Georges coulera en percutant une mine et la mission de Bond appelée Opération Courant de Fond débute là. Il faut retrouver l'appareil avant les Russes. Blue. A little grayer. That's it, you have it. Et bien sûr, le 3D vidéo identigraphe, bon, il faut dire quand même que sur notre téléphone, on a quand même plus balèze que ça aujourd'hui, sert à identifier Locke. L'appareil reçoit les caractéristiques physiques de la personne recherchée, bon, on est dans du dessin animé, ça part un petit peu en cacahuète, et elle crée un parfait portrait robot, du moins pour une époque moins numérique qu'aujourd'hui, de Émile Locke pour l'identifier. C'est l'américain Bill Conti qui compose la bande originale du film. John Barry ne pouvait alors pas travailler au Royaume-Uni pour des raisons de taxes fiscales qui l'avaient incité à s'exiler. Il n'a pas mis en musique L'espion qui m'aimait pour les mêmes raisons. Bill Conti est une star grâce à sa musique pour Rocky et c'est sous les conseils de John Barry qu'il est engagé. Alors il va nous livrer déjà une des plus belles chansons de la saga, chantée par Sheena Easton, qui apparaît en plus au générique, ce qui n'était jamais arrivé avant. Une belle innovation de Maurice Binder, il faut le dire. Elle fut nommée aux Oscars avec Richard Kiel et Harold Sakata comme invités sur le plateau pour chanter la chanson. La chanson Nobody Does It Better, que Carly Simon avait interprétée dans le générique de L'espion qui m'aimait, est entendue ici comme sonnerie de la serrure d'une porte de sécurité. Indeed I don't.
Malgré le fait que beaucoup de fans détestent cette musique, Bill Conti va donner à cet opus toute l'ampleur qu'il faut, et c'est la plus longue bande-son de tous les James Bond avec Au service secret de Sa Majesté, et l'énergie qui pour certains faisait défaut à Moonraker. L'orchestration est différente des autres compositeurs avec cuivre, guitare électrique ou martèlement au woodblock. Pour moi, le morceau Submarine reste un des morceaux les plus cool de la saga, utilisé maintes fois lors des documentaires sur la série. Deux notes très caractéristiques que l'on entend dès le début du film dans Rien que pour vos yeux serviront de leitmotiv tout au long du film. Le morceau Runaway est composé comme une chanson avec refrain, leitmotiv et résume le style Bill Conti en un seul morceau. Beaucoup de gens trouvent la musique donc décevante. N'oublions pas que nous sommes en 1980 et qu'innover est bienvenu. Moi je m'amuse tout le temps à l'écoute, il faut le dire. Pas de super salaud, pas de super base, pas d'homme de main aux tailles surdimensionnées, pas de course contre la montre pour sauver le monde, rien que pour vos yeux enfreint les règles en vigueur depuis quelques épisodes et surprend plus qu'agréablement par son côté thriller bien façonné. Pour moi, c'est vraiment un 6 sur 6, j'adore ce James Bond, c'est un de mes préférés. Roger Moore y est impérial, les méchants, Colombo, Carol Bouquet bien sûr par sa beauté et toutes les scènes d'action. Certains les disent trop longues, je ne comprends pas pourquoi, moi je les trouve absolument superbes. Voilà, donc je lui mets cette belle note, j'espère que vous l'aimez aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendaient cette vidéo parce que justement c'est un vrai film d'espionnage, un putain de thriller et ça fonctionne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr, abonnez-vous, la petite cloche et je vous dis à très bientôt. Bye bye. You know what I'd like?